Merci. Donc on poursuit effectivement notre stream paiement avec cette table ronde qui est en fait l'émanation d'une collaboration entre Inetum et Finance Innovation sur un livre blanc justement dédié dans les innovations dans le domaine du paiement. Donc c'est les Innovation Papers en fait, donc petite série. Alors c'est des mini livres blancs en fait avec l'ambition d'être beaucoup plus court, pertinent, mais sur un sujet d'actualité chaude, avec l'idée justement d'avoir de l'intelligence collective qui est très bien représentée aujourd'hui avec les membres de Finance Innovation, mais surtout avec cette ambition de réagir sur des sujets en donnant des recommandations, en donnant une vision, et démarche qui est amenée justement à se répéter. Donc je vais laisser la table ronde débuter avec une présentation de Lionel, en fait, qui va nous rappeler un petit peu les tenants et aboutissants de l'étude qu'on a menée ensemble. Et ensuite, on poursuivra avec les échanges avec les intervenants autour de cette table ronde. Merci Cyril. Bienvenue à tous. Merci aux intervenants de s'être rendus disponibles pour cette présentation. Donc effectivement, dans un premier temps, je voulais vous parler du GT, du groupe de travail paiement qu'on a créé avec Inetum a monté avec Finance Innovation. Ce groupe de travail réunit un ensemble d'acteurs et finalement tous les types d'acteurs qui interviennent sur la chaîne des paiements, puisqu'on a à la fois des acteurs traditionnels, donc notamment des banques, on a un scheme avec CB, des fintech et des ESN, et donc on travaille vraiment, on a mené plusieurs ateliers, on était vraiment, comme le disait Cyril, dans une intelligence collective où on a travaillé sur finalement quels étaient les domaines d'innovation prioritaires dans les paiements, et comme le monde des paiements est un monde très vaste, on a fait le choix de sélectionner des thèmes. Donc il y a eu un sondage, on a sélectionné 3 thèmes, que sont le paiement mobile, les monnaies digitales et le paiement social et durable. Donc là, c'est vraiment le groupe de travail qui a sélectionné dans un premier temps ces trois domaines-là, et on les a travaillés. Donc pour en parler, donc le livre doit être publié aujourd'hui ou dans les prochains jours. Et donc c'est un beau travail pour identifier donc les domaines d'innovation prioritaires dans les paiements sur ces 3 thématiques-là. Et donc pour en parler, je reçois, et je suis ravi de recevoir donc Emmanuelle Payan, qui est la responsable, la directrice du secteur banque, finance et assurance des services financiers d'Inetum. Dimitri Rodriguez, donc chez Xpolens, qui est Chief Product Officer chez Xpolens. Romain Maiglet, donc, qui est responsable du Lab Innovation de CB et qui intervient sur le comité de labellisation également de Finance Innovation bancaire. Merci. Anton Bielakov, le directeur, le CEO de Lyra Networks. Jocelyne Mouilou, qui est donc la CEO de PPI France, et de last but not the least, le Marc Alloran, donc qui a été longtemps président du comité de labellisation Finance Innovation, et donc qui est un expert sur toute la partie blockchain, paiement et innovation. Voilà. Donc dans un premier temps, je voulais poser une question à Emmanuel, et essayer finalement, Emmanuel, pourquoi Inetum a souhaité s'associer à Finance Innovation pour constituer ce GT Paiement? Donc merci pour cette introduction. Inetum, on est une ESN européenne. On a beaucoup de très grands clients parmi les acteurs bancaires, mais aussi parmi les assureurs et puis l'ensemble des acteurs de la chaîne du paiement. Et nous, on est très convaincus que même si ce domaine a connu beaucoup de transformations ces 10, 15, 20 dernières années, on n'est pas du tout au bout de cette opération de transformation. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer dans la transformation pour l'ensemble de nos clients sur ce sujet, et pour 3 grandes raisons. Première raison, on n'est pas au bout des opérations de digitalisation de notre économie. On continue à payer ou à acheter encore plus à distance, sur le net. Le monde du digital est un nouveau monde, hein. Et donc, dans ce monde du digital, il faut aussi payer. Et donc, autour de cette question de la chaîne
de l'acquisition et de la chaîne du digital et du parcours client sur le digital, le sujet du paiement reste encore une voie sur laquelle il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup d'opportunités de développement de nouveaux services, il y a pas mal d'acteurs qui vont en parler. Et on pense que là, c'est encore une opération de transformation pour l'ensemble des acteurs de la chaîne. Et cette transformation sur le digital, elle est couplée à un deuxième enjeu qu'on voit beaucoup apparaître, sur lequel il y a eu déjà des décisions qui ont été prises, qui sont le renfort des enjeux de souveraineté. Donc autour de ce nouveau monde du digital, certains acteurs disent c'est un autre monde, il y a le monde du physique, il y a le monde du digital, même si les deux se réunissent, les enjeux de souveraineté sont des enjeux qui se sont beaucoup renforcés ces dernières années et qui ont amené pas mal d'acteurs à prendre des décisions. Donc il y a les sujets autour de pays, qui sont des premières décisions qui vont voir des transformations concrètes se passer pour l'ensemble de nos clients. Donc c'est important que nous, acteurs de la techno, on les comprenne et on les accompagne. Mais il y a surtout devant nous, et donc Marc Laurent en parlera longuement, la question de la monnaie digitale. Comment on paye avec une monnaie dans un monde qui est purement digital. Ça pose beaucoup de questions, beaucoup de transformations. Et là aussi, ça nous semble important pour nous, OSN, d'être un peu en amont de ces réflexions et de les comprendre. Et puis tout ça, ça ne se passerait pas sans les capacités technologiques et d'innovation. Donc le monde du paiement, c'est un monde qui a beaucoup connu d'innovation. Et donc pour ces trois raisons, il nous a semblé important d'accompagner la transformation et la réflexion des différents acteurs de cette chaîne-là et de rentrer dans ce premier livre blanc dont on espère qu'il va se poursuivre parce que je pense en tous les cas, on est au milieu de cette transformation. Il va encore se passer beaucoup de choses. Et c'est normal pour nous d'accompagner, de conduire cette réflexion avec les différents acteurs de la chaîne. Merci Emmanuel. Donc on va enchaîner sur les trois thématiques dont je vous ai parlé, là, qui sont évoquées justement dans ce livre blanc. Le premier sujet qui a été travaillé, c'était un sujet sur le paiement mobile. Et dans le cadre des travaux, des réflexions qu'on a eues, et dans les domaines d'innovation prioritaires qui ont été identifiés, on a mis en exergue le développement et l'évolution autour des super apps. Donc Dimitri, côté Xpollen, les super apps, c'est un sujet que vous regardez, que vous connaissez. Est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement en quelques minutes ce que sont ces super apps et comment tu vois leur évolution ? Oui, je pense que, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, en fait, on a vécu une vraie évolution qui a même été accélérée avec le Covid. Et les super apps, finalement, c'est un peu la manifestation de comment le paiement est à la fois au centre d'expérience client, mais en même temps s'efface. Et vous avez un peu deux grandes familles sur les super apps. Celle qu'on a le plus utilisée ces 2 dernières années, c'est plutôt celle de livraison ou de déplacement, parce que vous avez une catégorie, elle peut être illustrée par Uber, avec du Uber Eats ou des Grab en Asie. Finalement, c'est je consolide toute une gamme de services sur la mobilité sous toutes ses formes et j'ai le paiement au centre. J'ai le paiement à la fois pour mes utilisateurs, mais j'ai aussi le paiement pour mes marchands, mes commerçants. Et donc, je fais vraiment cette intermédiation-là entre deux audiences. Et cette tendance, on l'a aussi vu se manifester sur des apps plus financières. Les premiers à avoir pris ce virage-là, c'est Revolut. Ils se sont dit, je vais aller dépasser en fait les limites de mon service bancaire et je vais continuer à travailler sur les problématiques de mes clients. Qu'est-ce qui va venir les engager plus régulièrement avec moi? Comment je leur apporte de la valeur ajoutée au-delà de ma tenue de compte et de mon moyen de paiement? Et cette tendance, elle se traduit aussi chez Lydia aujourd'hui. Vous avez peut-être vu les annonces dernièrement de leur levée et c'est les premiers à vraiment agréger à la fois du crédit, de l'investissement et toute une gamme de services que je ne vais pas spoiler puisque je laisserai Jocelyne vous en dire davantage. Cette tendance, elle est manifeste et ce qu'elle met en avant, c'est que finalement, ces super apps, ce qu'elles créent, c'est de la captation de l'audience. Elles veulent capter des utilisateurs, les engager. Et pourquoi est-ce qu'elles veulent les engager? Parce que derrière, elles vont les monétiser à des producteurs de services, à des plateformes de commerce. Et aujourd'hui, chez Xpolens, on accompagne notamment des acteurs qui viennent du BNPL, donc du Buy Now Pay Later, ou de la fidélité, à intégrer le paiement dans leurs expériences et à se positionner aussi comme un peu centre de gravitation de gens qui veulent aller payer dans le e-commerce. Et donc une fois que ces acteurs-là, si leur stratégie se déploie bien, auront capté ces audiences, ils iront dialoguer avec des retailers, des sites e-commerçants,
Et peut-être que les marketplaces de demain, ce sera une super app spécialisée dans ces parcours-là. Voilà, en fait, cette tendance, maintenant, les questions, finalement, c'est jusqu'où elles vont aller, qui va se découper ces segments d'usage et ces propositions de valeur. Et donc, avec Xpolens, nous, ce qu'on met à disposition, et c'est vraiment notre philosophie, c'est comment on accompagne ces utilisateurs à intégrer le paiement, créer des synergies avec leurs utilisateurs et leurs usages. Merci beaucoup Dimitri, pour ces explications très claires et cette mise en perspective des super applications. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ces super apps donc, agrègent un certain nombre d'applications qui s'appuient sur des nouveaux services de paiement et qui viennent fluidifier les parcours clients. Donc Jocelyne, vous, côté PPI, vous suivez de près l'évolution de ces différents services de paiement. Est-ce que tu pourrais nous parler finalement de ces nouvelles tendances et en quoi elles constituent un vecteur d'innovation ? Tout à fait, merci beaucoup Lionel. Donc pour me présenter brièvement, donc nous chez PPI, nous offrons donc des solutions de paiement hybride et nous proposons également l'expertise conseil pour pouvoir transformer les thématiques de paiement en facteurs de croissance. Donc pour pouvoir amorcer un petit peu sur cette thématique et sur ce que nous observons, je voudrais citer juste un exemple, donc trouver une analogie avec un outil qui fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Et lorsqu'il est sorti, c'était une véritable révolution pour chacun d'entre nous. Personnellement, je l'ai adopté très vite pour 2 raisons. Parce qu'il me proposait des applications très sympathiques et parce que surtout, la facilité d'utilisation était très différente par rapport à ce que j'avais connu. Pour revenir au monde du paiement, je vais citer 2 études qui m'ont marqué récemment. La première est celle du McKinsey en octobre dernier, qui est globalisée et qui explique qu'aujourd'hui, la plupart des utilisateurs, toutes catégories confondues, demandent à ce que leur paiement s'inscrive dans un parcours qui soit agréable, qui soit fluide, qui soit rapide, qui soit sécurisé. Et en plus, ils veulent des services à valeur ajoutée. Et ce n'est plus une option, ça devient un package. La deuxième étude est celle que nous avons conduite en partenariat avec l'EBA. Celle-là était plus restreinte, puisque le panel interrogé était constitué donc de professionnels européens, d'une part des commerçants et puis des entreprises. Et on voit que 96% d'entre eux ont répondu qu'ils sont prêts à ce que leur paiement incorpore des services à valeur ajoutée. Donc là, en l'occurrence, le service dont il était question, c'était le Request to Pay. Et ils avaient une idée très précise du service qu'ils attendaient du Request to Pay, soit de la facturation, soit du paiement récurrent. Et donc, pour eux, quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils sont même prêts à payer pour ce type de service. Donc, de plus en plus, ce que nous constatons, c'est que ces différents acteurs sont tous en train de demander à ce que, comme l'a dit Dimitri, que l'acte de paiement s'efface, que l'instrument de paiement s'efface au profit d'une aisance d'utilisation, au profit d'une expérience, et que derrière, il y ait des valeurs, qu'il y ait des services qui apportent de la valeur, soit qui facilitent les tâches, soit qui permettent de gérer leur entreprise plus facilement, soit qui leur permettent, par exemple, d'optimiser les recouvrements pour les entreprises. Et donc, il n'est pas étonnant que l'on voit émerger des initiatives telles que le Request to Pay, donc, qui est donc le système de messagerie normalisé qui permet à un créancier de demander une dette à un débiteur via un message, ou bien l'EPI, qui va arriver on espère, et qui va permettre d'offrir un wallet. Donc, on se rend de plus en plus compte que ce sont des usages aussi d'utilisateurs qui poussent à ces transformations. Ça ne vient pas simplement de l'industrie, c'est vraiment l'utilisateur, qu'il soit entreprise ou qu'il soit particulier, qui demande cela. Et donc, il n'est pas étonnant, je pense, que de plus en plus, on s'aperçoive que ces utilisateurs finaux, ils puissent changer de partenaire parce qu'ils ne trouvent pas forcément ce qu'ils attendent. Et c'est vrai que ce sont des thématiques complexes. Le fait de le dire et de le décrire, la simplification n'est pas forcément un acte qui est aisé à obtenir. Mais en revanche, de plus en plus, les utilisateurs, quels qu'ils soient, professionnels ou particuliers, ne veulent plus sentir cette complexité. Comme nous, hier, on ne voulait pas sentir que c'est compliqué de mettre en place une application de téléphonie. Et donc, il faut aussi comprendre que pour ces différents acteurs, il y a des enjeux qui sont importants.
Entre autres, je ne vais pas tous les citer parce qu'on n'a pas le temps, il y a l'enjeu de la fidélisation du client, parce qu'une expérience réussie, c'est un client qui est heureux et donc qui est fidèle, et il y a l'enjeu aussi de la croissance. Merci beaucoup Jocelyne. Donc on voit bien que effectivement avec ces super apps, avec le téléphone mobile, il y a des nouvelles applications qui sont proposées avec des nouveaux services dans une fluidification des parcours utilisateurs. Parmi ces nouveaux services et parmi les applications, le GT a souhaité travailler sur un sujet particulier qui est qui était le deuxième thème que nous avons abordé, qui était le paiement durable et social. Et là, Romain, le Lab Innovation de CB travaille très concrètement sur ce type de sujet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement quels sont les enjeux sous-jacents de ce type d'activité, ce type de paiement, et pourquoi le Lab a souhaité travailler dessus, et quels sont les sujets concrètement sur lesquels vous travaillez? Merci beaucoup. Bonjour. Déjà, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les super apps. D'ailleurs, il y a un lien. C'est-à-dire que les super apps, elles arrivent à connecter des services à valeur ajoutée. Et c'est ça qui est aussi fort, c'est-à-dire qu'on va pouvoir localiser aussi les services, on va pouvoir s'adapter à la vie des gens. Ce sont les usages qui sont importants. On a parlé d'effacement du paiement. CB, en tout cas chez CB et au Lab, on est persuadé que le paiement, c'est une commodité. Ça ne doit pas être invisible, mais ça doit être transparent. C'est-à-dire on doit toujours recueillir le consentement du porteur. Mais ça doit permettre des choses, ça ne doit pas être un frein. Donc on parle toujours de friction, etc. Mais on est vraiment là-dedans avec les super apps et on va pouvoir vraiment interconnecter des valeurs grâce à ça. Mais aujourd'hui, même les super apps, même cette interconnexion, elle se doit d'être responsable. C'est impossible aujourd'hui de penser innovation qui ne serait pas responsable. Et ça, c'est très important. CB, c'est le leader du paiement par carte et mobile en France. C'est 66% de la consommation des ménages. Et on essaye d'avoir une approche centrée sur les parcours clients au Lab, dont je m'occupe. Et le Covid, notamment, a impacté CB, a impacté les usages. Donc on a réagi, on a notamment relevé le plafond de transactions sans contact à 50 € de façon assez réactive. On a vu aussi que les commerçants, en particulier indépendants, avaient recours énormément au e-commerce. Ce n'est pas une nouveauté, mais les chiffres sont impressionnants. Leur chiffre d'affaires ou leur croissance, grâce à cette numérisation accélérée par le Covid, on a essayé de l'accompagner. On a mis en place un site qui permet d'identifier les solutions de start-up pour les commerçants indépendants. Donc CB était vraiment au centre de l'écosystème et permet de travailler avec les grands et les plus petits, mais tous, et ça fait partie aussi, ce maillage, de l'inclusion. Donc l'inclusion, c'est quoi? C'est le pendant en fait de l'adoption. Il faut s'adresser à tout le monde, autant aux commerçants, autant au niveau des territoires qu'aux porteurs. Donc c'est pour ça qu'on est très content d'avoir travaillé, notamment parmi les thèmes de cet Innovation Paper, au durable et au sociable, enfin au responsable, au paiement responsable. Et ça, on le voit à deux niveaux chez Carte Bancaire. On le voit au niveau des travaux vraiment engagés au niveau du réseau, du schéma. Donc il y a vraiment on peut retrouver des choses qu'on retrouve dans l'Innovation Paper quand il sort, c'est-à-dire les dons, les pourboires, le retour de la consigne numérique, les pourboires numériques, la suppression du ticket aussi dans une certaine mesure. Alors à chaque fois, il y a peut-être, ça rencontre des besoins réglementaires. Il y a la loi AGEC pour les consignes, il y a la suppression des tickets, c'est aussi réglementaire. Enfin, voilà. Et ensuite, au Lab, on pense vraiment que ce sont les usages, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que les usages se font implémenter dans les specs, qui évoluent ou qui se créent, qui permettent de nouveaux usages. Donc on essaye vraiment notamment sur les dons, on va travailler sur la meilleure traçabilité des opérations. Est-ce qu'on est sûr qu'on peut tracer une opération de bout en bout? Donc on travaille sur ces sujets-là au niveau de l'évolution des spécifications, pour que ce soit sur étagère, que ce soit disponible pour les acteurs. On va travailler sur tout ce qui est identification des nouveaux acteurs. Donc on le fait de deux façons. Le site Action Commerce CB, dont je parlais tout à l'heure, qui permet de faire ça de façon, c'est les outils du Lab, mais pour la place, on travaille avec 6 fédérations, on travaille avec France NUM, dont des fédérations de commerçants indépendants, et puis avec des trophées de l'innovation, un peu notre concours de start-up à nous. Et cette année, les deux thèmes, c'était le commerce responsable et le commerce sans contact, c'est-à-dire l'innovation post-Covid, et c'est une application de paiement à table et de gestion de pourboire numérique Sunday qui l'a remporté. C'est la consigne Gringo,
qui utilise la consigne de façon numérique qui l'a remporté, côté responsable, et puis aussi, enfin même prix du public, et puis aussi une pile enzymatique, c'est-à-dire une pile non polluante qui permet d'avoir de l'innovation technologique, des nouveaux usages, mais moins polluants. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on retrouve, identifier les acteurs, travailler avec ces acteurs sur leur parcours client, parce qu'eux, ils partent du besoin client, et à partir de là, faire des itérations dans les specs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. Et première conclusion, c'est vraiment ce maillage. Ce maillage, il est très important. L'inclusion, c'est côté, encore une fois, côté porteur. Ça va être, si on prend la biométrie, parfois c'est des nouvelles technologies, parfois non. Il n'y a pas besoin, c'est sur étagère, ça va être un nouveau parcours, et c'est parfait, c'est encore plus facile à déployer. Mais quand c'est des nouvelles technologies, si on prend la biométrie, on va partir sur la plus inclusive possible. Ça va être les empreintes digitales sur la carte, avec des bases non centralisées. C'est stocké sur la carte, toujours de l'information, mais pas de formation à l'adoption d'une nouvelle technologie, c'est très important. Et puis après, on va retrouver ça aussi au niveau même territorial, donc rural. Tout ce qui est magasin autonome, on le voit maintenant dans les centres et les hypercentres, on a travaillé avec des grands groupes là-dessus. Maintenant, on va travailler aussi pour l'implanter pour des producteurs locaux. Donc c'est tout ça ça c'est vraiment la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que ça ne se fait pas seul. CB, nous sommes des experts et donc on n'est pas sur le terrain. Donc on a besoin des fintechs, notamment comme l'IRA qui va prendre la parole juste après. Mais l'IRA, vous avez des solutions qui sont référencées sur le site dont je parlais. On a travaillé à vous proposer le paiement par chatbot sur lequel on a travaillé. On avait fait des dons avec les fédérations françaises de cardiologie, avec l'UNICEF. Voilà, on travaille sur toutes ces innovations et on ne le fait pas seul, on le fait avec la place, donc les startups, les écoles, même des chercheurs. Donc ça, c'est vraiment cette approche qu'il faut, en tout cas en tant qu'écosystème, maintenir. Merci beaucoup Romain pour ces éclairages. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on parle beaucoup de parcours utilisateur, de parcours client. Tu as parlé de parcours sans friction. Donc Anton, nous on voit que les paiements, c'est une source d'innovation importante. On sait que la réglementation aujourd'hui encourage l'arrivée de nouveaux entrants, notamment avec la DSP2, et les fintechs comme l'IRA apportent une nouvelle dynamique d'innovation autour des paiements. Toi qui connais les deux mondes, finalement les paiements, ça constitue un monde merveilleux pour les fintechs. Alors, je connais les deux mondes parce que je suis ancien banquier, tu devais faire référence à ça. D'abord, l'IRA est un éditeur de logiciels qui fournissent des solutions de paiement sur Internet. Globalement, 30% des marchands français utilisent nos solutions aujourd'hui et on sécurise aussi les transactions sur les terminaux de paiement. Voilà, on est présent dans 11 pays et 450 collaborateurs. Donc oui, les fintechs sont source d'innovation et le monde des paiements est un monde merveilleux parce que c'est un monde plein d'opportunités, en pleine croissance. Il gagnerait, je crois, une meilleure complémentarité banque fintech. D'ailleurs, Expolins l'a plutôt bien compris, je trouve, dans son approche. Je vais vous l'illustrer par quelques exemples. Alors, tout d'abord, quand on est une fintech et qu'on est régulé, on dépend d'un établissement. Enfin, on dépend, par exemple, pour la France, de la CPR. Et là, tout le monde s'accorde à dire qu'on est sur le même pied d'égalité entre les fintechs et les banques pour ce qui est des contraintes. La lutte contre le blanchiment, le reporting. Alors, pour les fintechs, on nous demande de faire des reporting à vide parfois et c'est plus compliqué que les remplir. Contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on veut automatiser les choses parce qu'elles ne sont pas très adaptées pour les fintechs. Elles étaient plutôt faites pour les banques au départ, mais ça progressera. Et puis, quand on est affiliate member, comme peut l'être l'IRA, c'est-à-dire qu'on dépend en fait très directement, enfin on est affiliate member Visa et Mastercard à travers une banque chef de file quand vous voulez faire du CB. L'opacité de Visa et Mastercard sur leur facturation, je crois que même les banques ont cessé d'arrêter de comprendre. Donc là-dessus, on est vraiment sur le même pied d'égalité. Là où je crois on pourrait gagner en complémentarité, je vais vous citer quelques exemples pour l'illustrer. Par exemple, sur les fonds propres. Quand vous êtes une fintech, vous avez des règles de calcul qui sont établies nous concernant par la CPR. Elles sont globalement à peu près similaires d'un pays à l'autre en Europe, qui vous demandent de mettre des fonds propres, suivant des règles bien définies. Parce que là, tout est normal.
Bon, ce qu'on vous demande en termes de fonds propres quand vous êtes fintech, ça correspond globalement à l'ensemble de vos commissions. Ça c'est quand même un problème. Mais quand vous collecterez plusieurs milliards, c'est des fintechs dans la salle, je vous rassure, là ça ira mieux, la pression descendra un peu, mais quand vous démarrez, ça va être assez compliqué là-dessus. Sur les fonds propres, quand vous dépendez d'une banque chef de file, si vous voulez faire du CB, certaines fintechs m'ont rapporté que des banques chefs de file leur avaient demandé des fonds propres supplémentaires. C'est un peu étonnant parce que si vous dépendez de la CPR qui vous demande déjà des fonds propres, il n'y a pas de raison d'en donner plus. Enfin, je donne un tips, hein, mais c'est un peu curieux. Quand vous dépendez d'une banque chef de file, les banques chefs de file ont un SI bancaire qui accompagne, en fait, qui permet d'héberger ces fintechs pour faire le processing, globalement. Ces SI bancaires peuvent être parfois en décalage avec le SI bancaire de ces banques vis-à-vis des clients particuliers ou professionnels. C'est dommage. Alors, ça peut être en décalage sur du 3DS, ça peut être en décalage sur un certain nombre sur d'instants de paiement, par exemple. Il serait bien d'avoir des roadmaps. Ce n'est pas les mêmes équipes, je le sais, mais des roadmaps un peu alignés, parce que ça aide les fintechs, finalement, à être un peu au goût du jour, ne serait-ce que dans le respect de la réglementation. Alors, la DSP2, j'ai mis arrêté quelques instants par rapport à l'instant de paiement. La DSP2, vous savez, a ouvert la possibilité, en fait, à demander aux banques d'ouvrir les comptes de paiement de leurs clients, ce qui n'a pas fait forcément très plaisir, mais à des acteurs qui ont eu une extension d'agrément, qui sont agréés, ce qu'on appelle PISP et ISP. PISP, c'est initiation de virement, ou ISP sur de l'information de compte. Ça, c'est déjà un peu un parcours du combattant, mais quand vous êtes PISP et ISP, et que vous voulez faire de l'instant de paiement, c'est là où les problèmes vont commencer à arriver. Notamment nous c'est ce qu'on fait dans des use cases e-commerce, parce que les problèmes commencent à arriver dans l'implémentation. Il faut savoir que pour faire de l'instant de paiement en France, il y a une API qui est celle de la STET. Sur tous les autres pays d'Europe, c'est le Berlin Group. Bon. Alors, pourquoi il y a une spécificité française à l'aune quand même de l'Europe des paiements, il faudra qu'on y réfléchisse. Mais bon, donc, vous avez des implémentations différentes. Mais alors, une fois que vous avez intégré l'API de la STET, qui était en gros, qui définissait des spécifications, eh bien, vous allez avoir autant de sandbox que de banques, des sandbox qui ne sont pas toujours à jour, jamais à jour, qui ne représentent pas la production, je peux vous le dire, des hotlines qui ne répondent pas toujours, et puis des modes de traitement, des niveaux de réponse qui vont être très différents. Voilà, l'acquittement, par exemple, d'un paiement va être différent d'une banque à l'autre. Bon. Ça complexifie l'implémentation, quand même, ce n'est pas très, très marrant. Tout ça pour dire, si je prends un peu de recul, parce qu'on est international, on est dans 11 pays, on a implémenté l'instant de paiement en Colombie en 1 mois au travers d'un QR code interbancaire. C'est magique, Ensuite, le QR code, c'est facile à lire maintenant avec le Covid. Le QR code interbancaire en 1 mois, vous faites de l'instant de paiement avec l'ensemble des émetteurs de la place de Colombie en 1 mois. Voilà, je vous mets au défi de faire de l'instant de paiement avec l'API de la STET en 1 mois en France. C'est absolument impossible. Dernier point que je voulais mettre en exergue, RGPD. Alors, le RGPD était censé aussi nous protéger finalement des GAFA, BATX, sur la fuite des données. Il s'avère que quand vous êtes fintech et que vous dépendez de grands clients qui eux-mêmes ont des pénalités qui peuvent peser à hauteur de 4% de leur chiffre d'affaires, c'est quand même pas rien, eh bien, ils vont gentiment quand même vous transférer cette responsabilité. Et parfois, sans limitation de pénalité. Je le dis, ça peut être un peu compliqué pour une fintech de se prendre 4% du chiffre d'affaires de son client en milliards. La fintech risque de ne pas survivre. Il faudra y penser à l'avenir, voilà, par rapport à ces contraintes réglementaires qui, à un moment donné, finissent par vriller un peu le dispositif. Bon. Voilà, j'ai été un brin provocateur, il m'a excusé sur mes exemples. Mais pourquoi ? Parce que je voulais surtout illustrer le fait qu'il faut vraiment qu'il y ait une complémentarité entre les banques et les fintechs. Je pense qu'on y gagnerait. Les fintechs ont besoin des banques ont besoin des fintechs. Je suis intimement persuadé, et j'espère qu'à l'aune de l'EPI, qui est vraiment un beau projet de la souveraineté des paiements européens, les fintechs, dont je me suis fait un peu le représentant là, dans cette antre de représentants de nombreuses fintechs, que les fintechs rejoindront rapidement le tour de table pour pouvoir parler use case, pour pouvoir parler business model, afin de bâtir une Europe souveraine dans les paiements, dans le respect du droit des citoyens.
Voilà, merci. Merci Anton. Donc en fait, on voit bien que le monde des paiements, c'est un monde où tout le monde doit travailler ensemble, que les fintechs sont en train d'arriver et qu'elles sont fortes. Enfin, elles arrivent, oui, elles arrivent depuis déjà un certain temps. J'ai vu Romain titiller un petit peu. Elles sont là, elles sont présentes et donc voilà, il faut réussir à fluidifier. Qu'aujourd'hui il y a des cas d'application innovants dans les paiements qui sont en place avec les paiements mobiles. On voit que la mise en place des initiations de paiement et pour rentrer dans des parcours frictionless, il y a encore un peu de travaux à mener pour que ce soit vraiment fluide, mais c'est en cours et on est bien dans le thème de la table ronde qui est l'innovation au long cours. On est vraiment sur ce type d'approche. Et justement, donc, Marc, le dernier sujet qu'on a étudié lors des ateliers du GT Paiement, c'est un sujet vaste et très ambitieux, qui était celui des monnaies digitales. Aujourd'hui, on voit que les monnaies... Ces monnaies digitales, alors comme l'a présenté Anton sur la RGPD, il y a un sujet de souveraineté et d'enjeu majeur de souveraineté qui doit permettre de réglementer, de légiférer autour de ces sujets-là pour cadrer l'intervention des GAFA et des BATX, mais derrière, ça a des répercussions également côté FinTech, notamment avec l'AMICA. C'est un sujet qu'on a abordé longuement aussi pendant nos ateliers. Est-ce que tu pourrais et on voit également qu'en termes de souveraineté, les États se sont investis du sujet en créant de nombreuses MNBC, que ce soit les États, même la BCE, donc des monnaies numériques de banque centrale. Est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement, nous parler un peu de ces initiatives de MNBC, nous expliquer quels sont les enjeux de souveraineté qui sont sous-jacents? Alors, en fait, on va faire un petit retour en arrière. Vous vous rappelez, la première transaction Bitcoin, c'est en fait en 2009, premier trimestre. 2014, vous avez Ethereum. En 2015, la Banque centrale du Canada a lancé un projet de monnaie digitale de banque centrale, monnaie de gros, projet qui s'appelait Jasper Ubin, ou Ubin, comme vous voulez, c'est un pays bilingue. Et un projet qui a été arrêté. Alors, pour des tas de raisons, ils avaient commencé sur R3, et quand on discute avec notamment les autorités canadiennes, ils expliquaient quand même que ce n'était pas dénué d'un certain nombre de risques et de complexité. Alors, entre-temps, le monde de la blockchain a évolué fortement. On a vu arriver des stablecoins de différents types. Et puis, notamment, à un moment donné, on voit arriver le Zuckerberg dollar, l'Ibradiem, qui vient envoyer une secousse dans tout cela. Bon, les banques centrales se sont d'ailleurs à l'époque saisies de cette alerte en fait pour avancer sur leur projet, mais c'était déjà dans l'air depuis un certain temps. Et on a vu se développer un peu partout dans le monde des tas de projets de banques digitales, de banques centrales. Aujourd'hui, 86% des banques centrales, et là je reprends un chiffre cité par la Banque de France, ont des projets, et ces projets couvrent 90% du PNB mondial. Là encore, je cite la Banque de France. Alors, il y a des monnaies digitales ou monnaies numériques de banque centrale, MNBC, MDBC, CBDC pour les Anglais, qui sont en fait déjà lancées. Alors, la première, curieusement, en fait, elle est née aux Bahamas. Vous savez, les Bahamas, c'est un chapelet d'îles. Ils ont un problème pour payer entre les îles, donc ils se sont lancés là-dedans. On a vu des projets qui sont nés en Afrique, notamment le Inaera au Nigeria, le Ishedi au Ghana. Donc l'Afrique s'est intéressée beaucoup à ça, l'Afrique du Sud y réfléchit aussi. Mais en fait, fondamentalement, aujourd'hui, le grand sujet, c'est le ICNY, le e-yuan. Donc le e-yuan, il est déjà en test. Il y a 140 millions de Chinois qui l'utilisent. Mais comme vous êtes en Chine, c'est très limité, très surveillé. Le minage est interdit, l'usage des bitcoins est interdit, donc vous avez droit à tout, c'est-à-dire tant qu'il s'agit du yuan.
Voilà. Donc ça, c'est extrêmement simple. Et donc ça pose par ailleurs un problème en fait tout bête de démocratie, qui est un sujet qu'on voit apparaître dans les projets, notamment, j'allais dire, comme ceux européens. Alors, bien entendu, les Européens, les grands pays sont pas en reste. Les États-Unis, bien entendu, avec deux projets, hein, avec le MIT et l'autre avec Accenture. Et puis, vous avez des projets européens. Bon, il y a, bien entendu, la Banque d'Angleterre qui s'est lancée là-dedans aussi, avec un objectif récemment cité de lancement en 2030. Et puis surtout, pour ce qui nous concerne nous, donc la Banque de France et donc la Banque centrale européenne qui ont démarré des projets. Alors, démarrer ces projets, c'est quand même pas simple du tout. Vous imaginez bien les enjeux qu'il va y avoir à partir du moment où on a un enjeu dit de souveraineté, parce que je vous rappelle quand même que les monnaies de réserve dans le monde et les monnaies du commerce international, c'est massivement le dollar américain et l'euro, et que le yuan, c'est 2% des transactions connues mondiales. Je dis connues parce que celles qui sont entre eux, ça, on ne les voit pas. On ne les voit pas forcément dans les statistiques. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu, parce que derrière l'enjeu du commerce international, il va y avoir un enjeu de qui traite ces transactions et ce qu'on va mettre dans les réserves des banques centrales. Alors, donc, derrière, une fois qu'on a dit ça, donc évidemment, on ne va pas se faire imposer en Europe des paiements en yuan, avec la possibilité, ça paraît tout à fait anti-stratégique. Les Américains, c'est le même raisonnement. Vous savez, je vous rappelle qu'il y a l'article 1er du Code monétaire et financier en France, c'est la monnaie de la France est l'euro, point, il est divisible en centimes, point. Terminé. Donc, on ne va pas avoir des monnaies qui vont être des monnaies à cours légal, je vous rappelle que c'est des monnaies à cours libératoire, legal tender en anglais. Mais donc, tout le problème se pose de savoir ce qu'on a le droit et qu'on est obligé. Enfin, quand on vous propose la monnaie, vous ne pouvez pas la refuser quand elle a un cours libératoire. Hein, c'est important. Bon. Donc, derrière tout ça, donc, les banques centrales se sont lancées, notamment donc, en France, alors avec un appel d'offres qui a été lancé pour une monnaie qu'on va qualifier de gros, monnaie donc interbancaire entre les établissements. Et donc, la Banque de France fait un appel d'offres. Il y a eu 8 réponses. Je ne vais pas forcément toutes vous les citer, mais enfin, bon, il y a eu des réponses qui portent, alors, essentiellement sur les échanges, notamment les paiements pour les titres et tous les transferts de titres. Donc, c'est plutôt orienté actif-placement. Et puis, vous avez la BCE qui a publié cet été son cahier des charges, en fait, en tout cas, son cadrage, on va le dire ainsi. Donc, qui propose, alors là, une approche de monnaie de détail. Alors, donc c'est une monnaie donc, qui va être, entre guillemets, on va l'appeler intermédiaire, parce que la Banque centrale européenne considère qu'il y a 2 niveaux. Il y a un niveau 1 et un niveau 2. Ils ont fait du tiered approach. Donc, le niveau 1, c'est grosso modo les établissements régulés, les établissements de crédit, établissements de paiement et émissions de monnaie électronique. Alors, émission de monnaie électronique, c'est très intéressant parce que dans MiCA, on va revenir sur l'émission de la monnaie électronique. Le lien qu'il y a entre le cadre réglementaire et ce que vont faire les banques centrales. Et donc, ils sont au départ relativement agnostiques puisqu'ils disent que ça peut être ou du jeton ou de la gestion en compte. Et puis, il va falloir donc monter le système qui va gérer le paiement, la transmission entre ces différents niveaux, les différents acteurs. Comment on va gérer ça? Il faut bien entendu gérer les questions d'identité. Il va bien falloir gérer les questions de confidentialité. Et puis alors, je vous pose une question très simple pour le directeur informatique, s'il y en a dans la salle. Je suis un acteur du niveau 2. Voilà, je vais prêter 1 000 € à un client individuel quelque part en Europe. On va dire que c'est comme ça. Et puis, il va me rembourser en €. Je fais comment dans mon système informatique? Je ne passe pas par la STET, hein, si c'est de l'euro. Si c'est de l'euro, je passe par la STET quand je vais dans les liquidités. Donc, comment est-ce que je vais faire? Comment je vais me refinancer? Comment je vais avoir mes liquidités? Comment est-ce que je dois gérer des risques différemment? Il y a énormément de choses. Les conséquences en termes de produits vont donc être extrêmement importantes. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail du projet en fait, de la Banque centrale européenne. Tout ça est publié. Si ça vous passionne, je pense qu'il faut aller le lire. C'est un document extrêmement intéressant. En plus, pour l'instant, ils sont partis sur des tests de protocoles. C'est des protocoles qui sont en mode privé. Hein. On n'est pas dans du protocole de blockchain public. Alors, il y a de l'Hyperledger Fabric, du Besu, et du Tesu. Mais ce sont des fourches. Donc, il y a donc un problème de gestion du protocole qui est important. Vous n'allez pas confier la monnaie européenne à un protocole chinois. A priori. Bon.
La deuxième préoccupation qu'a aussi sur les protocoles qu'a eu la Banque centrale européenne, c'est d'éviter de faire du carbone dans l'air, parce que vous vous rappelez quand même que Bitcoin, ça consomme à peu près 54 TWh par an d'électricité. Donc là, on est sur des consensus dans des chaînes privées, mais des consensus de preuve d'enjeu ou des preuves de confiance. Donc on n'est plus dans la preuve de travail et dans la consommation massive d'électricité. Après ça, va se poser des problèmes d'échelle. On voit bien que sur des chaînes comme Ethereum, il faut arriver à traiter massivement du passage à l'échelle. Je vous rappelle que Visa vous dit qu'il est capable de faire 25 000 transactions secondes, ils ne l'ont même pas testé. Donc ils en font effectivement quelque part entre 5 et 20 000, mais ils disent pouvoir aller à 50 000. Ethereum, alors Bitcoin non, certainement pas, mais Ethereum, ne sait pas faire ça. Donc quel programme va-t-on utiliser? Alors les gens comme Solana ou Cardano ADA vous disent ils savent faire du 60 000 transactions secondes, mais au niveau même de l'Europe, ça ne va peut-être pas suffire, hein. Je reprendrai les chiffres qu'on pourrait comparer avec Romain, avec les chiffres de transactions secondes du GIE carte bancaire. Donc on imagine la problématique. Voilà. Alors, on peut en parler pendant très longtemps. Normalement, quand je me lance là-dedans, je peux en avoir pour 3 heures. Alors, je vous conseille de lire les documents. Et d'ailleurs, même les versions en français, parce que les versions en français ont un avantage majeur quand elles existent, plutôt l'Union européenne que la Banque centrale d'ailleurs, c'est que la terminologie est en français et ça évite les acronymes anglais ou des termes anglais qui, on a parfois un peu de mal à comprendre la précision du sens. Je vous remercie encore tous très chaleureusement de votre présence et vous de votre écoute.